qu'on avait des lignes d'équilibre diphasées, point triple à l'intersection entre ces lignes, et que la ligne d'équilibre liquide-gaz, elle est limitée par un point critique. Donc ça pour tous les corps purs. Alors le diagramme que je vous montre, là, c'est le diagramme de l'eau. Alors le cas de l'eau, c'est un cas à part, qu'il faut bien mémoriser, qu'il faut bien identifier. Donc, tant qu'on vous demande quelque chose de général, représentez le diagramme avec l'allure vue la semaine dernière, c'est-à-dire des frontières qui ont toutes une concavité dans le même sens et une pente positive, systématiquement. C'est le cas général. Pour l'eau, il faut savoir, c'est le seul corps pur, en plus qui fait exception, c'est pas le seul qui fait exception, mais c'est le seul corps pur exceptionnel à connaître. Il faut savoir que cette frontière-là, d'équilibre solide-liquide, eh bien, elle a, elle, une pente négative. C'est un cas particulier dû au fait que la glace occupe un volume plus important que l'eau liquide. Donc cette différence de volume massique ou de volume molaire, de volume propre, fait que cette frontière, elle est de pente négative, c'est exceptionnel. Concrètement, les frontières entre solide et liquide, elles sont pour tous les corps purs quasiment verticales. Quand on regarde, si on n'a pas des échelles hypersensibles, on peut les voir quasiment toutes plutôt verticales. Il y a très peu de pente, je veux dire, d'écart à la verticalité pour ces frontières-là. Mais il faut savoir que pour l'eau, la pente est négative. Alors, ça se traduit par le fait que lorsque l'eau fond, eh bien, le volume occupé par l'eau augmente. Donc, en quoi est-ce que ça intervient là sur ce diagramme en pression? Eh bien, on voit qu'on a une pente négative. Donc, lorsque la pression augmente, possibilité de passer du solide vers le liquide. Donc, si je traçais une verticale, là, je l'ai mis un peu penché, en augmentant la pression, on peut faire fondre la glace, passer du solide au liquide, puisque en appuyant dessus, on contraint quelque part le volume à diminuer, et donc on contraint ce corps pur à prendre l'état de volume plus faible, c'est-à-dire le liquide plutôt que le solide. Voilà, donc ça se traduit par ce comportement rare. En général, quand on comprime le gaz, il peut se liquéfier, et lorsqu'on comprime un liquide, eh bien, on peut finir par obtenir le solide. Pour l'eau, c'est à l'inverse, lorsqu'on presse le solide, que ça fond. Voilà. Donc, voilà, donc ça se traduit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc vous savez à quoi c'est dû? C'est dû aux liaisons hydrogènes qui font que dans l'état cristallisé, la glace occupe un volume plus important que dans le liquide parce que les liaisons hydrogènes, elles sont orientées et que ça s'éloigne beaucoup. Alors, je vais vous montrer une vidéo de ça. Voilà, en partageant ma fenêtre, a priori. Voilà. Donc, ce que je vous montre, c'est une expérience qu'on appelle le regel de la glace, qui illustre ce qu'on appelle le regel de la glace. Vous avez vu, on a un pain de glace. Je le remets un petit peu. Un pain de glace, là, qui est suspendu, et il y a un fil à couper le beurre, en fait, lesté, qui presse dessus. Alors, c'est en accéléré, ce qu'on voit là. Et donc, on voit que le fil, eh bien, traverse la glace et réussit à couper, en fait, ce pain de glace, à traverser ce pain de glace. Mais vous allez voir que ce pain de glace, en fait, il ne se trouve pas coupé en deux. Le fil passe à travers. Voilà, le fil à couper le beurre, là, il coupe la glace, il passe à travers, complètement, mais le pain de glace n'est pas coupé en deux.
Alors là, c'est stoppé. Ça va peut-être redémarrer. Voilà, 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 voilà. Et ça y est, c'est passé. Poum. Et vous voyez que le pain de glace, il n'est pas coupé. Il y a eu ce qu'on appelle regel. C'est-à-dire que là, on a de la glace à très basse température qui sort du congèle, donc je ne sais pas, à moins 20 degrés Celsius par exemple. Le fil lesté va sur une très faible surface. Hein. Allez, là, c'est vraiment bien, bien lourd. Donc, ce fil lesté sur une très faible surface exerce une pression intense qui fait que juste au point de contact avec la glace, eh bien, ça fond. Mais juste derrière, ça regèle. Juste derrière, ça regèle parce que cette pression a disparu, la température est faible, et donc, voilà. Donc, ça reprend l'état initial. Bien. Donc, ce phénomène qu'on appelle le regel de la glace, on peut l'observer en hiver, quand il y a vraiment du gel intense, que tout est givré, et bien parfois sur des points de pression, donc sur des articulations de portail, sur des nœuds de chaînes métalliques qui sont dehors, par exemple, et bien on voit que la glace est complètement imbriquée à l'intérieur. Voilà. Et donc c'est un cas particulier de l'eau. Voilà. Donc en ayant une très grande pression, pour aux zéro absolu, ça je pense pas qu'on l'ait testé. Ce que raconte Pierre, hein. Aller jusqu'au zéro absolu, de toute façon, on ne sait pas faire. Mais voilà, donc effectivement, là, on peut jusqu'où est-ce que ça monte à l'infini, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que ça va vraiment couper à zéro ou pas, ou est-ce que ça tangente? Ça, je ne sais pas dire. C'est peut-être encore une exploration. Voilà. Donc retenez ça. Hein, retenez que cette pente, elle est très particulière. Donc en général, on va le représenter plutôt comme ça, avec quelque chose qui est bien marqué, hein, quelque chose qu'on voit bien, une pente importante. Voilà. Ce qu'il faut savoir ou identifier, c'est les conditions atmosphériques. Vous connaissez pour l'eau depuis bien longtemps, depuis des années, hein, qu'à pression atmosphérique, donc de l'ordre de 1 bar, une atmosphère, c'est 1013 hectopascales, 1,013 bar. Eh bien, si on est à 0 degré Celsius, on est en équilibre liquide-solide, d'accord? Donc, c'est la fusion de la glace. Et à 100 degrés Celsius, en équilibre liquide-gaz. Voilà, c'est l'ébullition. Donc ça, pour cette pression très particulière. Donc ces points-là, vous les connaissez. Vous savez que dans les conditions ambiantes, bon, ben, on est plutôt par là, conditions atmosphériques, l'eau est liquide. Voilà. Mais à température ambiante, donc, si la pression est beaucoup plus faible, l'eau pourrait être gaz. Attention, le point triple de l'eau, il est tout près du 0 degré Celsius. Hein. Tout près. Donc à température ambiante, donc là vous voyez que l'échelle, elle n'est pas linéaire, c'est une échelle bancale. Mais c'est ce dessin-là qu'on attend de vous, ou qu'on fait. Parce que sans respecter l'échelle, on voit bien les différentes propriétés. La position du point triple qui est nettement en dessous, qu'on voit bien, la pente qui est négative, etc. Mais si on fait un dessin à l'échelle, là on a quelque chose qui semble vertical, le point triple il est tout près de la fusion, enfin bon, c'est moins visible. À droite, donc par exemple, vous avez une autre représentation, ici, en échelle semi-logarithmique. Hein, vous avez en abscisse les températures et en ordonnée la pression en échelle logarithmique. Bon, ben, vous voyez, ça change complètement l'allure. Donc si on veut vous faire lire un diagramme, on vous le donnera. Il faut prendre le temps, comme je vous l'ai dit déjà l'autre fois, de bien regarder quelles sont les échelles, l'unité, comment on s'y repère. Si on vous demande, en question de cours, de représenter l'allure du diagramme de l'eau, eh bien, c'est celui de gauche qu'on attend de vous, cette allure-là, montrant bien le caractère exceptionnel de la pente négative et sachant situer
les points remarquables connus à pression atmosphérique. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on vient de voir le regel de la glace, c'est-à-dire que si on augmente la pression, même à basse température, eh bien, ça va devenir liquide. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de voir. Autre exemple de culture à connaître, je vous ai indiqué par exemple l'autocuiseur. L'autocuiseur, donc la cocotte minute ou l'autoclave, dans des labos, on appelle ça un autoclave, ça fonctionne en équilibre liquide-gaz. Donc il y a de l'eau, cuisson vapeur, on a de l'eau liquide et de l'eau sous forme de gaz. À pression atmosphérique, ça va bouillir à peu près à partir de 100 degrés Celsius, ça dépend des jours, ça dépend de la météo, de la pression. Dans l'autocuiseur, on a une soupape qui permet de limiter quand même la pression avant que ça n'explose et qui permet à la pression de monter à 1,8 bar, donc presque 2 fois la pression atmosphérique, ce qui fait que du coup, la température d'équilibre, elle est plus grande. Ça vous semble évident puisque vous connaissez l'allure du diagramme. Vous savez que si on a un équilibre liquide-gaz, peut-être mettre une couleur plus visible, à une pression plus grande que la pression atmosphérique, l'équilibre liquide-gaz pour l'eau, c'est à une température supérieure à 100 degrés Celsius. Voilà, donc pour les cocottes minutes, en général, on est à 120, 125 degrés Celsius, ce qui permet d'accélérer la cuisson. Ça, c'est une question de cinétique, d'après la loi d'Arrhenius, par exemple. Voilà, et puis également la lyophilisation, vous pouvez comprendre. Donc la lyophilisation, on a par exemple un aliment ou un plat préparé, qui contient surtout de l'eau. Voilà, l'alimentation, c'est vraiment beaucoup d'eau. Et même toutes les plantes, tous les organismes naturels, c'est essentiellement de l'eau. Donc, on peut effectuer une surgélation, c'est-à-dire dans des conditions de pression atmosphérique, l'amener à geler en baissant suffisamment la température. Et ensuite, donc là, on a le plat qui est complètement gelé. Et ce qu'on fait, c'est le mettre sous vide, c'est-à-dire baisser suffisamment la pression, de sorte que il y ait sublimation. Donc si on baisse suffisamment la pression, donc il faut quand même descendre en dessous de la pression du point triple. Il faut bien baisser la pression. Du coup, il y a sublimation de l'eau et pas sublimation du reste. C'est comme ça que ça marche. C'est grâce à ça que ça marche. Donc on fait en sorte d'avoir sublimation de l'eau et pas du reste. Donc l'eau qui est gelée se vaporise. Et l'intérêt, c'est que le gaz, il occupe tout l'espace disponible. Donc le gaz, quand ça se vaporise, il s'échappe. Et donc, on peut simplement, en aspirant, l'évacuer. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut sécher facilement, donc lyophiliser, par exemple, des aliments, enlever l'eau de quelque chose, en faisant de la glace, puis sous vide, en pompant pour que l'eau qui est devenue gaz s'en aille. Voilà, et puis ensuite, on revient dans les conditions ambiantes. Alors, le terme de lyophilisation, je pense que c'est un terme que vous connaissez déjà. Les aliments lyophilisés, c'est tout ce qui est en sachet, en poudre, c'est lyophilisé. Donc ça, oui, c'est un terme qu'il faut connaître. Après, savoir de vous-même dire c'est surgelé puis sublimé, peut-être pas, mais voilà, je vous l'explique pour que vous sachiez le retrouver ou l'ayant compris une fois, que vous puissiez recomprendre si on vous le propose. Voilà, donc ça c'est un peu annexe, mais quand même c'est de la culture qu'on peut espérer de vous. Voilà pour la particularité de l'eau. Donc un cas particulier à bien connaître puisque c'est très commun et essentiel. Par contre, ne confondez pas, attention, ne confondez pas le diagramme de l'eau et le diagramme général. Le diagramme général, c'est celui que vous avez déjà appris, celui qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, le diagramme de l'eau, on vient de le voir. Il y a juste une pente qui n'est pas dans le même sens, mais c'est essentiel. Il ne faut pas confondre les deux. Voilà.
Donc, c'est pour ça aussi que je vous montre l'expérience de Tyndall, là, avec le morceau de glace qu'on coupe, pour peut-être que vous le gardiez à l'esprit, que vous puissiez retrouver, si vous n'êtes plus sûr, à retrouver que c'est l'eau qui se liquéfie quand la pression augmente. Bien. Alors, ce qu'on va détailler maintenant, c'est l'équilibre ou la transition liquide-gaz. Donc, parmi l'ensemble des équilibres, on a vu liquide-solide, solide-solide, solide-gaz. Celui qui est le plus utilisé dans les systèmes thermiques, c'est liquide-gaz, parce que ce sont des fluides, liquide et gaz. Donc, dans toutes les tuyauteries des machines, eh bien, on va pouvoir les faire circuler, les utiliser. Et par contre, et puis aussi, lors de la vaporisation ou de la liquéfaction, il y a énormément de variations de volume. Donc, c'est des transitions qui sont très puissantes mécaniquement, ce qui vont permettre de transformer de l'énergie en travail, justement par cette modification de volume, par ce déplacement de fluide. Donc, c'est vraiment ce qu'on utilise dans les machines thermiques. C'est pour ça qu'on va le regarder de près et le détailler. Donc, ce qu'on va voir là maintenant, c'est vraiment typique de l'équilibre liquide-gaz. Donc, l'équilibre liquide-gaz, on sait déjà qu'on ne l'observe que sur une frontière qui est donc représentée là sur une courbe. C'est là qu'on a équilibre diphasé. Entre le point triple d'équilibre liquide-gaz-solide et le point critique de disparition de la distinction entre liquide et gaz. Au-delà, on parlera plus génériquement de fluide, ou de fluide supercritique si on veut préciser qu'on dit fluide parce qu'il n'y a plus de distinction liquide-gaz. Alors, par définition, la température d'équilibre diphasé, liquide-gaz, c'est ce qu'on appelle la température de vaporisation. On peut aussi l'appeler température d'ébullition, si on veut. Mais pour qu'il y ait ébullition, il faut vraiment qu'il y ait des bulles. Donc, mieux vaut dire vaporisation, parce que ça peut se vaporiser sans bulles. On pourrait dire aussi liquéfaction, mais on ne le dit pas. Voilà, enfin, c'est moins usuel. La pression d'équilibre, elle est liée à la température. Pour chaque température, il y a une pression d'équilibre liquide-gaz. Cette pression, c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante. C'est un vocabulaire qu'il faut apprendre. Pression de vapeur saturante, c'est exactement une pression d'équilibre diphasé liquide-gaz. Il faut savoir quel corps pur, quel liquide, quel gaz, et savoir à quelle température pour complètement identifier le point là de la courbe. Mais si on sait quelle est la pression, on sait quelle est la température, à condition de savoir le corps pur, puisque c'est vraiment lié. Il n'y a qu'à cette pression-là qu'on a, d'un point de vue thermodynamique, équilibre possible entre le liquide et le gaz. Si la pression est plus faible à la même température, eh bien, on n'a que du gaz. Si la pression est plus élevée, on n'a que du liquide. Donc ça doit être intuitif pour vous. À haute pression, on a plutôt des phases condensées. On vient de voir le contre-exemple de l'eau, mais voilà, temporairement oublié. En général, à haute pression, on a plutôt des phases condensées, et à basse pression, des phases moins condensées. Donc le gaz, évidemment, ici, il est stable à basse pression et haute température. Le liquide, à pression plus élevée ou à température plus basse, donc au-dessus. Les milieux où on a équilibre entre liquide et gaz sont des milieux où la phase gazeuse est appelée vapeur saturante. Vapeur saturante, c'est-à-dire c'est du gaz, mais à la pression la plus élevée possible. Vous voyez que la zone d'équilibre du gaz, c'est toutes les pressions inférieures à la pression de vapeur saturante. Donc la pression de vapeur saturante, c'est la pression la plus élevée possible pour avoir un équilibre monophasé purement gazeux. Purement gazeux sans liquide à l'équilibre, ce qu'on appelle de la vapeur sèche. Voilà, que du gaz. Et donc au maximum, on est à pression de vapeur saturante, et donc on parle de vapeur saturante pour le gaz à haute pression
dans lequel le liquide peut exister. Voilà. Par contre, si la pression est supérieure à la pression de vapeur saturante, il n'y a que du liquide et il ne peut pas y avoir de gaz en équilibre avec ce liquide. Voilà, donc ça c'est quelque chose à bien connaître et bien apprendre. Hein, donc pression de vapeur saturante, c'est vraiment l'équilibre diphasé. Pour chaque température, il y a une seule pression de vapeur saturante possible. Donc si on y est, il peut y avoir de la vapeur saturante, c'est-à-dire équilibre liquide-gaz. Si on n'y est pas, c'est que liquide ou que gaz. Parce que là, je considère que je me limite là à l'intervalle des températures entre température du point triple et température du point critique. Je n'envisage pas les autres types d'équilibre. Voilà, hein, donc ça, c'est le paragraphe que vous avez donc à bien connaître. Alors, quand on regarde l'équilibre liquide-gaz pour l'eau ou n'importe quel autre corps pur, on a le même type de pente. D'accord, hein, tout est plutôt pareil dans le même sens. Alors, ce qu'on voit là sur le diagramme, c'est que on peut donc passer du liquide au gaz en baissant la pression. Donc ça, on l'a déjà vu sur la manip du point triple. Eh bien, pour baisser la pression et la température, eh bien, il y a un système de pompage. Et donc, sur la vidéo qu'on a vue, pour aller au point triple, on a vu déjà que si on pompe, eh bien, il y a ébullition, ce qui fait que la pression va avoir tendance à baisser si on pompe. Donc ça crée une ébullition et ça engendrait aussi là une baisse de température. C'est ce qu'on a déjà vu. On voit là sur ce diagramme que de façon générale, la baisse de pression permet la vaporisation. L'élévation de température aussi, même sans variation de pression, peut permettre la vaporisation. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif. Puisque voilà, si on veut faire bouillir de l'eau, on va à pression atmosphérique monter la température. Bon, ayez bien à l'esprit qu'un liquide se vaporise si on baisse suffisamment sa pression, si on amène la pression en dessous de la pression de vapeur saturante à la température où il se trouve. Voilà. Alors, je vais vous montrer une... je vais vous montrer une vidéo. Qu'il faut que je me trouve. Voilà. Donc, cette manip-là qui a été filmée, c'est ce qu'on appelle un bouillon de Franklin. Bon, ok, c'est quoi? C'est un ballon, ici, qui est simplement rempli d'eau. D'accord? Il est simplement rempli d'eau. Et en dessous, donc, il y a un chaud-ballon, une plaque chauffante, qui fait qu'on fait bouillir l'eau. On fait bouillir l'eau, et donc l'intérêt, c'est que donc on a de l'eau à haute température, donc là, plutôt 100 degrés Celsius, et surtout, l'ébullition chasse l'air. Donc, on fait bouillir suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait plus que de la vapeur d'eau là dans le col du ballon, et donc on puisse complètement chasser l'air. Du coup, ensuite, on va pouvoir boucher le ballon et le mettre à l'envers. D'accord? Il est bouché, il est mis à l'envers, tête en bas. Donc, il y a un petit peu de gaz qui reste en haut. Et là, il y a installé un système de mesure de la température. Donc, vous voyez, le temps qu'on bouche, qu'on le retourne, etc., ça refroidit. Là, la température, elle est de 87 degrés. Voilà. Et on verse de l'eau froide dessus. Alors, c'est ça qui est intéressant. On verse de l'eau froide dessus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans le ballon. Donc, dans le ballon, je vous rappelle qu'il y a de l'eau, donc là, à 87 degrés Celsius, et du gaz qui est de la vapeur d'eau. Peut-être un mini reste d'air, mais surtout de la vapeur d'eau. Et sur ce ballon, on verse de l'eau froide, enfin de l'eau du robinet, de l'eau à température ambiante.
Alors vous voyez, à gauche, là, la température, tout de suite, elle baisse. D'accord? Elle baisse très vite. Et si vous regardez dans le ballon, eh bien, on voit des bulles. C'est-à-dire qu'on voit que l'eau se remet à bouillir au fur et à mesure qu'on verse du froid et au fur et à mesure que la température baisse. D'accord? Donc c'est ça qui est très surprenant, qui semble paradoxal, mais vous allez comprendre, qui est tout à fait, bien sûr, naturel. Donc au fur et à mesure que la température baisse, il y a ébullition. Donc plus on verse de l'eau froide, et plus ça bout. Mais en lien avec ça, la température, elle baisse. Hein, c'est pas, voilà. C'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On est parti avec du liquide à haute température et pression plutôt atmosphérique, et du liquide qui avait bouilli. Donc plutôt là. D'accord? Presque 100 degrés, un peu moins, le temps qu'on est fermé. Et on verse de l'eau liquide dessus. Donc on peut se dire, bah, ça va baisser la température, le liquide va rester liquide. Ouais. Or, on voit une ébullition. Donc si on voit une ébullition, c'est qu'en fait, on est passé dessous. On est passé dessous, créant un déséquilibre. Hein. Alors attention, là ce qu'on observe, c'est quelque chose qui n'est pas en équilibre, qui est en train d'évoluer. Tant que ça boue, ça évolue. Le diagramme qui est représenté, c'est le diagramme des états d'équilibre thermodynamique possibles. Voilà. Donc, si ça boue, c'est que non seulement la température baisse, ça c'est étonnant, mais il doit y avoir donc une baisse de pression. Voilà, ça se met à bouillir parce qu'il y a une baisse de pression. Cette baisse de pression qui est entraînée par le fait qu'on verse l'eau froide sur le ballon qui a été retourné, et on verse l'eau froide en haut, c'est-à-dire là où se trouve la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau qui était présente, donc à haute température, elle se voit refroidie. Donc lorsque un gaz a sa température qui baisse, pour une même quantité de gaz dans un même volume, eh bien la pression, elle baisse. Et d'autre part, le fait qu'il y ait de l'eau froide qui arrive sur le gaz, eh bien, ça peut baisser suffisamment la température du gaz pour qu'il se liquéfie. Donc la phase gaz, qui baisse en température, fait apparaître du liquide. Et comme le gaz devient liquide, ben, ça crée une baisse de pression puisque le liquide occupe beaucoup moins de place que le gaz. Donc voilà, donc il y a un volume accessible au gaz qui est le même alors que la quantité de gaz diminue. Donc on a une baisse de pression due à la liquéfaction d'une partie de la vapeur d'eau. En plus, c'est de l'eau froide qu'on verse dessus, donc ça fait baisser la température. Et donc, baisse de pression, baisse de température, hop, le liquide se met en ébullition parce que la baisse de pression, elle est suffisante, elle est prépondérante. Voilà, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de verser de l'eau froide, ça liquéfie une partie de la vapeur d'eau qui était dans le ballon. Et donc, ça fait chuter la pression suffisamment pour que le liquide se remette en ébullition pour revenir naturellement vers un état d'équilibre, c'est-à-dire vers la pression de vapeur saturante, laquelle diminue au fur et à mesure puisque la température diminue aussi. Voilà, donc plus ça va, plus la température est basse et plus la pression est basse. Si on continue à verser de l'eau froide, on continue à faire baisser la température, on continue à faire baisser la pression par liquéfaction de vapeur, et donc on continue à alimenter par rétroaction cette ébullition. Voilà, donc ce qu'il faut retenir surtout, plutôt que cette expérience particulière qui est spectaculaire, c'est que lorsqu'un liquide voit sa pression baisser suffisamment, il se vaporise.
Voilà, ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Voilà. Et donc, à l'inverse, lorsqu'un gaz voit sa pression monter suffisamment, il va se liquéfier. Donc là, vous suivez bien, je vais vous raconter donc une histoire d'un gaz qui est dans un cylindre fermé par un piston. D'accord? Donc c'est comme une seringue, mais une seringue fermée, quoi. Voilà, fermé par un piston. On a au début que du gaz en équilibre thermodynamique à une certaine température. Le point d'équilibre de départ, il est décrit là par le point M. Donc on est bien en équilibre monophasé gazeux et on a ce gaz qui occupe un grand volume. D'accord? Donc ça, c'est typique du volume initial. C'est le plus grand des volumes qu'on va avoir. Et on va comprimer ce gaz. Donc le comprimé, on appuie là sur le piston. Et donc on va faire diminuer le volume du gaz. Donc le gaz va se comprimer. On va considérer que la température est maintenue constante. C'est-à-dire que ce cylindre, il est ce qu'on appellera thermostaté. Bon, il suffit d'avoir un cylindre à paroi de verre ou de plastique ou de métal. Si c'est la température ambiante, c'est facile. Hein, l'air ambiant va faire que ça va maintenir un bain de température toujours constante. Donc, si on attend l'équilibre, à l'équilibre, ça va être à cette température-là. On va considérer que la température, elle reste tout le temps la même. On comprime, donc le volume diminue, la température reste la même. La quantité de gaz enfermée là dans le cylindre, c'est tout le temps la même. Donc, la pression, elle augmente. D'accord? Si on a un gaz parfait, PV égale nRT. N est constant, c'est toujours la même quantité de gaz. La température est constante, c'est thermostaté. Donc, si on comprime un gaz parfait dans un récipient fermé, hermétique, quantité constante à température constante, l'évolution de la pression en fonction du volume, c'est une hyperbole. Laquelle, plus ou moins haute selon la valeur de la température. La constante P fois V est proportionnelle à la température, mais on a toujours ce type d'allure, la pression qui évolue en inverse du volume. Voilà, quelle que soit la température et la quantité de gaz. Okay, donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc c'est exact pour un gaz parfait. Vous devez avoir compris que le modèle du gaz parfait, il est très simple, que la plupart des gaz ne sont pas parfaits, mais il n'empêche que, qualitativement, ça sera un peu cette allure-là. Plus la pression augmente, plus le volume diminue. Donc on a toujours cette concavité, voilà, des allures concaves, pas strictement hyperboliques, mais c'est la même allure quand on le fait à main levée, on fait la même chose qu'on pense gaz parfait ou pas gaz parfait. Voilà, donc on a diminué le volume. Donc maintenant, on décrit le deuxième état. Là, donc le point M, il est un peu plus haut que tout à l'heure, la pression est plus élevée, mais, on était parti de là, hein, mais la température est la même. Le volume a diminué, d'accord? La pression a augmenté. Donc là, j'ai une allure qui est en hyperbole si c'est un gaz parfait. Si ce n'est pas un gaz parfait, c'est la même allure. Enfin, voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc on peut comprimer, faire monter la pression, diminuer le volume à température constante. Pour le gaz parfait, c'est facile à décrire. Bon, alors est-ce qu'on va pouvoir comprimer le gaz indéfiniment jusqu'à avoir un volume quasi nul et une pression quasi infinie? Eh bien non. Mais non, parce que le gaz, lorsque la pression est trop forte, il va se liquéfier. Et la pression maximale à laquelle on a du gaz, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante.
Donc, comprimer le gaz, ça va se traduire comme ça, jusqu'à la pression de vapeur saturante, uniquement. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de la pression de vapeur saturante? Là, on va voir apparaître du liquide. D'accord? On va voir apparaître la première goutte de liquide. Alors, on ne la voit pas forcément, la première goutte, parce que c'est rien. Voilà. Dès qu'on atteint la pression de vapeur saturante, c'est juste que là, on a du gaz qui ne peut plus monter en pression et qui est dans un état où il va être en équilibre avec son liquide. Mais il n'y a pas encore de liquide lorsqu'on l'atteint juste. Donc là, on a l'hyperbole jusque-là, si c'est un gaz parfait. Sinon, bah, cette courbe concave. Et sur le diagramme pression-température, on voit que la pression, le poème décrit l'état dans mon cylindre, la pression, elle a atteint la pression maximale possible pour le gaz, la pression de vapeur saturante. Mais c'est encore, ça peut être encore du gaz. Si on comprime un peu trop, il va y avoir apparition de liquide. Tant qu'il y a du gaz en équilibre avec le liquide, alors, si la température est fixée, la pression est fixée. Ça, c'est la propriété générale de l'équilibre diphasé d'un corps pur. Si la température est fixée, la pression est fixée. Donc, si c'est thermostaté, la température ne variant pas, tant qu'il y a équilibre diphasé, la pression, c'est la même, c'est la pression de vapeur saturante. Donc, au début, il n'y a que du gaz, mais tant qu'il y a du gaz, à la pression de vapeur saturante, on va pouvoir avoir équilibre avec le liquide. Et en tout cas, on n'aura pas équilibre liquide-gaz à une autre pression que cette pression de vapeur saturante. Donc, si on ne décrit que des états d'équilibre, et c'est le cas là dans ce chapitre, tant qu'il y a du gaz et du liquide en même temps, la pression est fixée, égale à la pression de vapeur saturante. Donc, on peut continuer à diminuer le volume. La pression reste égale à la pression de vapeur saturante tant qu'il y a du gaz. Par contre, quand on diminue le volume, on impose ce volume, donc on va faire apparaître le liquide. Puisque la pression est fixée, vous voyez que le volume disponible pour le gaz diminue, donc la quantité de gaz diminue au profit de la quantité de liquide. On a toujours à l'intérieur la même quantité de corps pur, qui au départ était tout gaz, et qui là maintenant est en partie gaz et en partie liquide. Donc, si je continue à baisser le volume, j'augmente en fait la quantité de liquide. C'est juste un déplacement en quantité. Il y a équilibre liquide-gaz, toujours à la même pression, puisque la température ne varie pas. Voilà. Plus je diminue le volume, moins il y a de gaz et plus il y a de liquide. Donc forcément, il va y avoir un moment où il n'y aura plus que du liquide. D'accord? Donc ça correspond à la disparition du gaz, à la disparition de la dernière bulle de gaz. On est toujours dans les conditions de liquide saturant ou de la vapeur saturante, dans les conditions à pression de vapeur saturante de l'équilibre diphasé. Vous remarquez qu'à droite, le point, il n'a pas bougé. Il est toujours au même endroit, depuis l'apparition du liquide. La température est toujours la même, la pression est toujours la même, le point dans le diagramme pression-température, il est toujours au même endroit. Il n'y a que dans le plan pression-volume qu'on le voit bouger. Et on le voit bouger, là, pour l'instant, sur une horizontale, puisque la pression ne varie pas. Équilibre diphasé à température constante. Donc, vous voyez que ces points d'équilibre, là, dans le plan pression-température, sur la courbe de saturation, ils décrivent en fait une multitude de possibilités. C'est une description intensive de l'équilibre. On dit qu'à pression de vapeur saturante, on a telle température, pression de température c'est intensif, il y a équilibre liquide-gaz. Voilà, mais je ne dis pas quelle quantité. Ça c'est extensif la quantité. Dans le plan pression-volume, on a une abscisse qui est extensive, le volume. Donc là, on va pouvoir avoir accès peut-être à des quantités ou des proportions
mais pas dans le plan pression-température où, en équilibre diphasé, il y a un seul et unique point, quelles que soient les quantités. Voilà, donc là, si on a comprimé suffisamment, on a atteint le volume correspondant au volume propre du liquide. Donc maintenant qu'il n'y a plus de gaz, là maintenant on va pouvoir comprimer le liquide. Comprimer le liquide, ça revient à continuer à augmenter la pression. On va continuer là à pousser le piston. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Le liquide, pour faire simple, on va dire qu'il est incompressible. Alors incompressible, ça revient à dire que je peux tout à fait augmenter la pression dans le liquide. Si j'appuie dessus, j'augmente la pression dans le liquide. Par contre, s'il est incompressible, ce qui ne va pas varier, c'est son volume. Donc, dans le cas du modèle d'un liquide incompressible, le volume ne dépend pas de la pression. Donc ensuite, lorsque j'augmente la pression dans le liquide, le volume va rester le même, puisque c'est le volume du liquide purement liquide, ça va donc être, dans cette idée-là, le volume final possible. Mais en réalité, il est un peu compressible. Donc en réalité, si la pression augmente beaucoup, le volume va un peu diminuer. Ici, il n'y a pas de dilatation envisagée puisque la température est constante, donc il n'y a pas du tout d'effet de dilatation, on ne se pose pas la question. Voilà. Donc dans le cas d'un liquide incompressible, une fois qu'il n'y a plus que du liquide, si on continue à presser, on peut augmenter la pression, mais le piston ne va plus bouger. Voilà, ça ne va pas faire diminuer le volume. Par contre, ça va nous permettre d'avoir du liquide à haute pression, c'est-à-dire d'être peut-être loin de la courbe de saturation et de plus du tout être dans des conditions où il y aurait une possibilité de vapeur saturante ou de bulles de gaz présentes. Pas du tout. Voilà, donc là, on a sur les deux diagrammes, dans les deux plans pression-volume et pression-température, tracé les évolutions correspondant à la liquéfaction isotherme d'un corps pur. Alors, au bout d'un moment, effectivement, si on a, non pas de l'eau, mais un corps pur assez classique, hein, effectivement, si on continue à comprimer, ça va se solidifier. Oui, oui, hein, la Gauthier a raison. Dans le cadre du programme, nous, on se focalise sur l'équilibre liquide-gaz, donc on va s'arrêter là. Mais oui, si ce n'est pas de l'eau, il faut s'attendre à ce que ensuite, hein, il y ait à la température de fusion, apparition du solide. Donc formation du solide avec diminution du volume à la pression d'équilibre diphasé liquide-solide, puis augmentation de la pression dans le solide. Et après, peut-être changement de variété allotropique, si on continue encore à presser, etc. Changement donc de la forme de cristallisation. Donc oui, donc on peut condenser de l'air et en sortir de l'eau. Je ne comprends pas ça. Condenser de l'air et en sortir de l'eau. Là, on parle de corps pur. Donc l'air, ce n'est pas un corps pur. Donc là, je ne parle pas de l'air. Hein. Ce que je raconte, ce que je dis, ça ne s'applique pas à l'air. Pas strictement. Alors après, qualitativement, c'est plutôt pareil hein, si on prend l'air. Donc là, on peut parler que de l'eau. Donc là, l'eau peut être gaz, vapeur d'eau, ou liquide, ou solide, glace. Donc attention, ne confondez pas l'air et la vapeur d'eau, hein, ça n'a rien à voir, si ce n'est que ce sont des gaz. Donc à la décompression, non. Après, si on décomprime, c'est la même histoire dans l'autre sens. Si on détend, on relâche le piston ou on le retire, eh bien, il va se passer la vaporisation. Le liquide va devenir gaz. Donc ça, on peut le voir avec de l'eau ou avec n'importe quel autre type de liquide. Avec n'importe quel autre type de liquide si c'est un corps pur. Si c'est un mélange, il se peut que ça soit différent. Ouais. Voilà,
donc méfiez-vous, parce que c'est vrai que dans notre environnement, on a peu de corps purs, et il ne faut pas confondre l'air avec n'importe quel autre gaz. L'air est notre gaz habituel, mais il peut y avoir des gaz qui ne sont pas de l'air, du tout. Voilà. Et donc là, dans le cadre de ce chapitre, si vous parlez de l'eau, il faut préciser. Si vous parlez de l'eau, vous parlez de ce corps pur, ou cette, voilà, de ce constituant chimique, mais il n'y a pas de raison, si vous dites eau, que ça soit liquide. Il faut préciser. Voilà. Donc là, on a la représentation de l'évolution dans les deux plans, pression-température intensif complet et pression-volume, avec là une abscisse qui est extensive. Les deux se complètent, du coup on peut suivre l'évolution en des trois coordonnées, pression, volume, température. Donc on voit que là, sur le palier, tant qu'il y a les deux phases, la pression est bloquée. Ça se traduit ici par un seul point, quel que soit le volume, quelles que soient les proportions de liquide et gaz. Et puis là à gauche, on voit le caractère incompressible si c'est bien vertical, plus ou moins compressible selon comment ça va être incliné. D'accord, donc si la pression augmente, le volume va diminuer un peu, presque pas, ou visiblement. Et là, bah, plutôt une hyperbole pour le gaz. Bien, voilà. Alors, cette allure, on va la retrouver pour tous les gaz corps purs, quelle que soit la température. C'est-à-dire, si je refais la même chose avec le même gaz, mais à une autre température, par exemple cette température-là, eh bien, on va pouvoir observer le même type de choses. Si la température est plus basse, alors la pression de vapeur saturante, elle est plus basse. Si la température est plus basse, aussi la constante PV, elle est plus faible. Donc on va avoir quelque chose qui vient plus bas. Et la pression de vapeur saturante, elle est plus basse, donc elle va être atteinte plus tôt. Voilà. Et si la température est plus basse, le volume occupé par le liquide, puisqu'il y a un petit peu de dilatation quand même, il sera plutôt plus faible. Voilà, donc à température plus basse, j'aurai qualitativement la même chose, mais décalée comme ça. Ok. Si la température est plus élevée, ben, j'aurai la même chose, mais avec un produit PV qui est plus grand, avec une pression de vapeur saturante qui est plus grande, et avec, du coup, un volume occupé par le liquide, s'il se dilate, qui est plus grand. Mais c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même allure, le même type de comportement. Donc on peut tracer comme ça ce qu'on appelle un réseau d'isothermes. Ça, c'est les isothermes d'Andrews. Un ensemble d'isothermes pour le même système, évolution dans le plan pression-volume à différentes températures. Voilà. Et à chaque fois, ça correspond à des états d'équilibre au sens thermodynamique du terme. Seulement, on peut avoir des équilibres purement gaz, là, diphasé liquide plus gaz sur les paliers, et purement liquide après. Ok ? Voilà, donc si on rassemble l'ensemble de toutes ces isothermes, eh bien, on voit que les extrémités des paliers forment une espèce de cloche, là, qui est représentée en pointillé. Donc là, en pointillé, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation, c'est-à-dire l'ensemble des extrémités des paliers d'équilibre diphasé. Voilà. Donc l'ensemble des points où apparaissent la goutte de liquide dans le gaz, à droite, et l'ensemble des points où disparaissent les dernières bulles de gaz dans le liquide, à gauche. Donc quand je dis ça, je raisonne en compression. Si je raisonne en détente, eh bien, je vais partir avec un liquide, on baisse la pression et on voit apparaître le gaz. Donc là, ça va être l'apparition du gaz. Donc la première bulle de gaz dans le liquide qui se met à bouillir.
puis de plus en plus de gaz, jusqu'à disparition du liquide, donc dernière goutte du liquide. Donc les premiers, derniers, ça dépend du sens d'évolution. Donc ce qu'on va retenir, c'est plutôt que aux extrémités, on a à droite possibilité d'avoir une micro-goutte de liquide en équilibre avec ce gaz, puisque c'est à la pression de vapeur saturante. Si le liquide est présent, alors il est en équilibre, il peut rester. Tout à gauche, on est toujours à la pression de vapeur saturante, mais c'est quasiment que du liquide. Mais c'est du liquide saturant, donc s'il y a une micro-bulle de gaz, elle peut être en équilibre avec lui. Voilà. Donc tout à gauche, c'est des états d'équilibre du liquide saturant, liquide avec éventuellement une petite bulle de gaz. Tout à droite, du gaz saturant, vapeur saturant, donc avec éventuellement une petite goutte de liquide. Voilà. Et donc cette partie à droite, c'est ce qu'on appelle la courbe de Rosé, c'est-à-dire le gaz qui voit apparaître le liquide. C'est du gaz. Alors attention à bien apprendre le vocabulaire et à bien identifier leur signification. À gauche, on appelle ça la courbe d'ébullition. C'est la courbe d'équilibre du liquide saturant, c'est l'état du liquide dans lequel le gaz peut apparaître. Donc on parle d'ébullition, apparition de bulles dans le liquide. Mais attention, parfois vous vous trompez parce que ébullition, vous pensez gaz, donc vous dites bah, l'ébullition c'est du côté gaz. Non, c'est le liquide qui est en ébullition. Donc l'ébullition c'est du liquide avec très peu de gaz dedans. Donc c'est là à gauche un état limite du liquide, c'est le liquide saturant. La rosée, on pense liquide. Non, c'est liquide, oui, mais c'est l'apparition du liquide dans le gaz. La rosée, c'est du brouillard, c'est le premier micro-brouillard qu'on peut avoir dans le gaz. Donc la rosée, c'est un état de gaz saturant. Voilà. Donc c'est en Anjou, il n'y a pas de E, donc il ne s'agit pas de ça. Voilà, c'est la rosée du matin. C'est la rosée du matin. La rosée, donc d'un point de vue là, thermodynamique, c'est le fait d'avoir du liquide qui se forme dans le gaz. Donc c'est avant tout du gaz. Voilà. Donc la rosée du matin, bah, c'est l'apparition de gouttes d'eau liquide à partir de la vapeur d'eau de l'atmosphère. Lorsqu'on atteint la pression de vapeur saturante de l'eau parce que la température est faible et la pression correspond à l'apparition de ces gouttes d'eau. Voilà, donc il faut bien les retenir pour pas, voilà, pour pas vous tromper, quoi. Voilà. Et le point frontière entre les deux, en haut, bah, c'est le point critique. C'est le point critique. Vous voyez que cette forme en cloche se traduit par le fait que bah, ces paliers sur les isothermes, ils disparaissent. Plus ça va, plus ils sont petits. Et ils finissent par disparaître. Ça disparaît, le palier, lorsqu'il n'y a plus de distinction entre liquide et gaz. Donc lorsqu'on ne voit plus apparaître de rosée dans le gaz ou de bulles dans le liquide. Et donc ça, la frontière, c'est le point critique qui fait que avant, en dessous, on a liquide et gaz séparés, et au-dessus, plus du tout, c'est simplement fluide. Fluide supercritique. Et donc vous voyez que l'isotherme à température critique, elle a juste un point d'inflexion avec une tangente horizontale au point critique. Donc le palier se traduit par une tangente horizontale en un point. C'est tout. C'est la disparition du palier, le dernier palier réduit à un seul point. Et au-delà, eh bien, on a du fluide supercritique qui peut se détendre, se comprimer. Il n'y aura ni bulle ni goutte. Et ça, d'un point de vue industriel ou ingénierie, c'est un des gros intérêts du fluide supercritique. Puisqu'on va pouvoir comprimer ou détendre ce fluide sans qu'il y ait ébullition, sans qu'il y ait rosée. Et donc, la rosée dans un gaz, ça peut être embêtant, parce que le liquide, il va couler vers le bas, ça peut boucher des vannes ou autres. Donc, ça peut être gênant dans une installation d'avoir un phénomène de rosée.
L'ébullition, pareil, les bulles, ça claque, hein, c'est le problème de la caléfaction, ça peut user. Donc, on n'a pas forcément envie qu'il y ait des bulles. Donc, ébullition et rosée, parfois c'est gênant. L'intérêt, c'est que si on arrive à se placer au-delà de la température critique, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, on n'a toujours qu'un seul fluide. Voilà, donc les utilisations des fluides supercritiques, là, c'est en plein développement, hein, au niveau industriel. Parce que ça, voilà, ça peut présenter des intérêts. Après, c'est coûteux parce que c'est souvent très haute température, très haute pression. Bien, donc cette allure-là de courbe de saturation, il faut la connaître. Il faut être capable, voilà, de dessiner à la louche une cloche avec en haut le point critique, en bas la ligne triple, hein, donc le dernier palier d'équilibre ou de transition liquide-gaz, bah, elle est à la température du point triple. En dessous, ça serait une transition gaz solide. La courbe de rosée, la courbe d'ébullition du bon côté et l'allure des isothermes, sachant que, comme c'est un diagramme d'équilibre, sous la cloche, sous la courbe de saturation, il y a équilibre diphasé. Donc, si la température est constante, la pression est constante. Donc, on a sur les isothermes des paliers correspondant à des horizontales, à la pression de vapeur saturante de la température correspondant à l'isotherme en question. Voilà. Donc, à bien retenir. Donc, sur ce diagramme, on va souvent les donner en échelle intensive. Ça permet de donner cette courbe pour l'eau, par exemple, ou pour l'éthanol, ou pour, je sais pas quoi, HCl. En intensif. Donc là, avec un volume molaire ou un volume massique. Voilà. Donc là, V en minuscule, ça va être plutôt le volume massique. Sinon, bien sûr, c'est extensif. Volume total de mon cylindre en fonction de la pression et de la quantité de liquide et de gaz. Voilà, donc l'état du système, il est décrit par le point, on va dire M. Si le point est là, en B, c'est que du gaz. Si le point est en A, c'est que du liquide. Si le point est là-haut, c'est du fluide supercritique. Vous lisez la valeur de pression et de volume. Et sur l'autre diagramme, la température. Voilà. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus. On va voir maintenant donc le théorème des moments. Hop. C'est bon. Donc le théorème des moments permet de lire sur le diagramme en fonction de la position du point M sur le palier en équilibre liquide-gaz. Hein, donc on est là. Ce qu'on veut, c'est identifier les proportions de liquide et de gaz. Ou si on est en extensif, le volume de liquide et le volume de gaz dans le cylindre. D'accord? Donc, lorsqu'on lit les coordonnées du point M, là, en bleu, on lit le volume massique de l'ensemble du système. Le point M décrit l'ensemble du système qui est là donc en partie liquide, en partie gaz. Donc, si je connais la masse totale et le volume total, par définition, le volume massique, c'est le volume total divisé par la masse totale. La masse totale, c'est la masse de liquide et la masse de gaz. Une partie est sous forme liquide, l'autre partie est sous forme de gaz. D'accord? Voilà. Et la somme des deux vous donne la masse totale. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est en équilibre diphasé, la pression et la température restent la même.
Donc, l'état du gaz reste tout le temps le même. Comme l'état du liquide reste tout le temps le même. La seule chose qui change, par exemple, si lorsqu'on comprime, c'est la quantité de gaz et la quantité de liquide. Mais l'état dans lequel il est, la densité, la température, la pression, donc le volume massique, c'est le même. Donc, ce gaz-là, il a exactement le même volume massique que lorsqu'il n'y avait que du gaz et qu'on avait juste atteint la courbe de Rosé et que le liquide allait commencer à apparaître. Du début jusqu'à la fin, qu'il y ait un petit peu de liquide ou beaucoup de liquide, le gaz, c'est toujours le même type de gaz, même corps pur, même température, même pression, donc même volume massique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce qu'on lit là, en bout de palier, c'est le volume massique de la phase gaz. Et de la même façon, la première goutte de liquide qui apparaît, c'est le même corps pur, la même pression, la même température, jusqu'à la fin de la liquéfaction. Donc, c'est exactement le même volume massique qu'à la fin, lorsqu'il n'y a plus que du liquide. Donc, on lit en bout de palier le volume massique de la partie gaz et le volume massique de la partie liquide. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on a, pour notre point M, le volume massique de l'ensemble du système, composé des deux phases, et en bout de palier, le volume massique de chacune des phases. Et la seule chose qui change lorsque le point M se déplace sur le palier, c'est la quantité de gaz et de liquide, c'est-à-dire la masse de chacun ou le volume occupé par chacun. Mais pas en massique, pas en intensif. Température, pression, volume massique, volume molaire restent les mêmes, puisque c'est bloqué là en équilibre toujours à la même température, pour le même corps pur. Donc ça ne varie plus. Voilà, donc une fois qu'on a bien compris ça, eh bien, il suffit de mixer ces relations pour identifier les proportions. On connaît VG, VL, V qu'on a lu sur le diagramme, et on cherche les proportions, c'est-à-dire, par exemple, quelle est la masse de gaz par rapport à la masse totale, ou la masse de liquide par rapport à la masse totale. Donc après, c'est qu'une réécriture, un mix de ce système pour savoir extraire les inconnus que l'on cherche. Voilà. Donc on peut exprimer le volume total, qui est la somme du volume occupé par le gaz et occupé par le liquide. Le volume total, c'est le volume massique de l'ensemble fois la masse de l'ensemble. Le volume du gaz, c'est le volume massique du gaz fois la masse de gaz. Pareil pour le liquide. En mixant ça, eh bien, on peut identifier une relation en proportion. Donc quelque chose qui va peut-être vous sembler évident, je ne sais pas, en tout cas qu'il faut savoir rétablir, vous entraînerez à le rétablir. Donc là, les coefficients qu'on a devant, en divisant simplement ici par la masse totale, c'est le pourcentage de liquide, pourcentage massique de liquide, et là, pourcentage massique de gaz, ce qu'on appelle les fractions petit x. Alors pour un corps pur, les proportions massiques et les proportions molaires sont les mêmes. Ça ne marche pas pour les mélanges, mais pour le corps pur, c'est à l'avantage d'être simple. Qu'on raisonne en massique ou en molaire, le pourcentage est le même. Voilà, donc c'est le barycentre. Voilà, tout à fait. C'est le barycentre des volumes. Donc vous pouvez tout à fait le voir comme ça. Si vous êtes à l'aise avec les barycentres pour les mécanismes, c'est pour ça qu'on l'appelle théorème des moments, le résultat, vous allez voir, eh bien, vous allez retrouver très, très facilement les proportions. Donc, voilà. Donc, le résultat à connaître, je vais peut-être un petit peu vite. Voilà, donc c'est qu'on a bien évidemment cette relation typique du barycentre. Si on appelle petit x la fraction, par exemple, de gaz, la proportion de gaz sur l'ensemble, bien la fraction du liquide, c'est 1 moins
petit x de gaz. Hein, le pourcentage du liquide, c'est le complémentaire du pourcentage de gaz, puisqu'on n'a que 2 phases. Donc avec les deux, on a 100%. Voilà, c'est ce à quoi il faut penser. Si vous oubliez ça, vous pouvez vous trouver coincé dans votre calcul. C'est ballot. Donc pensez bien que la somme des deux masses, c'est la masse totale. Hein, ml plus Fg, c'est la masse totale. Ou que le pourcentage de gaz plus le pourcentage de liquide, c'est 100%, c'est-à-dire 1. Voilà, c'est ce à quoi il faut penser pour pouvoir s'en dépatouiller. Et donc ensuite, eh bien, on obtient voilà, ce type de relation. Donc le pourcentage du gaz, il se lit sur le graphe avec une règle. Il suffit de mesurer la différence du volume du système au point M et du volume en liquide, hein, donc cette longueur-là, divisé par la longueur totale du palier. Ça vous donne la proportion, attention, la proportion de gaz. Hein, donc ça, pour le retrouver, donc c'est la longueur ML divisé par la longueur totale qui vous donne la proportion de gaz. Puisque si le point M est ici, on a 100% de gaz. D'accord? Tout à droite, sur la courbe de Rosé, il n'y a que du gaz. Donc lorsque les deux longueurs sont égales, on a 100% de gaz. Pour vérifier que vous l'écrivez dans le bon sens. Plus le point M est proche du point L, plus il y a du liquide. Donc c'est la longueur Mg qui vous donne la proportion de liquide par rapport à la longueur de l'ensemble du palier. Voilà, donc ça, à connaître, ça permet, donc avec le raisonnement du barycentre, là, à 2 éléments, de retrouver les proportions de chacun, le poids de chacun. Donc ça, on l'appelle théorème des moments, parce que c'est la même loi que si on avait une balance à plateau, avec un pivot situé au niveau du point M, d'accord, un bras dont la longueur totale ferait la longueur du palier, et au bout, eh bien, les masses correspondantes. Voilà. L'équilibre de cette balance, vous avez la relation dans le TD équilibre des solides, la solide en rotation. Bah, c'est une relation, il faut, lorsque c'est en équilibre, on a des poids, un petit, un grand, dont les moments par rapport au point M se compensent. Et dans ce cas-là, ça ne bascule plus. Donc les bras de levier sont inversement proportionnels au poids. Donc vous pouvez le penser comme ça. C'est le théorème des moments. C'est pour ça que ça s'appelle, qu'on l'appelle théorème des moments. Vous prenez chaque segment Mg ou Ml comme des bras de levier. Et voilà, et vous avez des proportions ou des barycentres. Enfin, voilà. Donc vous prenez le moyen qui vous va bien pour le mémoriser, mais ça, vous pouvez le savoir et l'appliquer direct. Ça vous servira beaucoup l'année prochaine aussi. Donc entraînez-vous à l'établir pour bien penser à toutes les conditions de complémentarité entre les deux phases. Et retenez le résultat et entraînez-vous à être sûr que vous l'écrivez dans le bon sens. Voilà, pour ce théorème. Voilà, donc à reprendre tranquillement, à retenir. Alors, dernier aspect pour ce chapitre, grâce à ce qu'on vient de voir, là, cette courbe de saturation, ce diagramme, on va pouvoir comprendre la norme ou la contrainte de condition de stockage des fluides dans des bonbonnes. Donc là, on va parler d'un fluide qui est stocké dans une bonbonne de volume constant en équilibre liquide-gaz. Voilà, donc c'est par exemple la bouteille de gaz où le gaz est liquéfié hein, quand on le conserve. Et donc il y a une partie gaz et une partie liquide. Les deux en équilibre dans la bonbonne.
Le volume est constant, par contre, c'est différent de tout à l'heure. Et on va consommer le contenu, et donc on va le vider. Donc le volume est constant, mais à l'usage, la masse totale, elle diminue. Voilà. Donc le volume massique, petit v, au fur et à mesure de l'utilisation, comment est-ce qu'il évolue? Puisque le volume reste constant et que la masse diminue, le volume massique, il augmente. Il augmente lorsqu'on consomme. Voilà. La question qu'on se pose, c'est en termes de sécurité. On a là des bonbonnes qui sont sous pression. Pour avoir par exemple du gaz liquide, bon, il faut que l'intérêt, c'est que du coup, on va pouvoir stocker une grande quantité de gaz dans un volume restreint, mais il va falloir augmenter la pression pour que ça soit bien liquide. Et donc, il y a un problème de sécurité. Il ne faudrait pas que la pression devienne trop élevée et que ça pète. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que la pression devienne trop élevée? C'est pas le remplissage, parce qu'on ne va faire que le vider. C'est éventuellement une élévation de température. Hein, donc, récipient fermé, volume constant, la pression, elle va augmenter, bien sûr, si la température augmente. Et il ne faudrait pas que ça augmente trop au risque de péter. Alors, voyons notre diagramme. On a là un fluide qui est en équilibre liquide-gaz. D'accord? Donc, par exemple, là, à la température ambiante, normale, d'usage, donc je ne sais pas, mettons 19 degrés Celsius, voilà, on a un point qui est là. Donc là, le volume massique, il est plutôt faible, hein, donc j'ai une bonbonne qui est bien remplie à température ambiante. Et puis, c'est, je ne sais pas quoi, moi, c'est une bombe aérosol qui est sur la plage arrière de la voiture en plein été, en plein soleil, la température monte d'un coup à 70 degrés Celsius, ou c'est ma bonbonne de gaz à la maison et il y a le feu dans la maison. Donc la température augmente. Comme le récipient, il est fermé, rigide, le volume, il est plutôt tout le temps le même. D'accord? Le volume va rester le même. Là. Ma bonbonne, elle est fermée et elle est dans un environnement qui devient très très chaud. La température augmente à volume constant. Voilà, donc là je trace la verticale, volume constant. Vous voyez que le point d'équilibre, il va passer donc d'un palier à un autre, il se rapproche de la courbe d'ébullition. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que la température augmente, mon fluide qui est enfermé toujours dans le même volume, est-ce qu'il se vaporise ou est-ce qu'il se liquéfie? Quand on a comme ça un fluide enfermé dans un récipient et que la température augmente. Si je pars de là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le point se rapproche de la courbe d'ébullition. Donc on voit que on se rapproche de l'état purement liquide. D'accord? Donc là, lorsque la température augmente, on voit que la pression augmente et que ça se liquéfie. D'accord? Attention, hein, c'est contre-intuitif. Il faut bien lire le diagramme. Si on enlève la température de notre bonbonne, ça ne bout pas. Ça se liquéfie parce que la pression augmente. Donc ça devient plus dense. Et puis après, on n'a plus que du liquide qui monte en température. Vous voyez que lorsque la température passe de T à T', ça s'est complètement liquéfié. Si je passe à TC, ça vient à pression là-haut. Si je passe à la dernière température, on est rendu là-haut. D'accord? Ça va très très vite. Ça monte très très vite. Ok? Voilà. Alors que si
je pars plutôt avec une bonbonne qui n'est pas trop pleine, donc un volume massique qui est plus élevé. Il y a beaucoup plus de gaz, hein, là je suis plus près de l'état du gaz. Toujours pareil, la bonbonne elle est fermée, son volume est constant, mais la température augmente. Donc je passe de T à T'. Je passe là. Ah bah du coup, là, quand la température augmente, ça s'est vaporisé. D'accord? Donc on va passer la courbe de Rosé, et donc il n'y a plus que du gaz. Puis le gaz monte en température, la pression augmente, bien sûr la pression augmente. Mais vous voyez que si j'atteins cette dernière température, la pression, elle a atteint cette valeur-là. Alors que tout à l'heure, à partir du point M, la pression, elle avait atteint cette valeur-là. Tout là-haut, là-haut. Beaucoup, beaucoup plus élevée. Donc, la situation la plus dangereuse, celle où on a plus de risque que la bonbonne explose, c'est celle qui l'amène à la pression la plus élevée, c'est-à-dire la configuration de gauche. À droite, là, ça se va. Donc à gauche, ça se liquéfie. On a une bonbonne qui est pleine de liquide. Donc après, si la température continue à augmenter, par dilatation, ça va pousser hyper fort sur les parois. Alors que si je pars de l'état N, on a une bonbonne qui va entrer en ébullition. Il va y avoir plus que du gaz, de plus en plus de gaz. Et le gaz, par contre, il est beaucoup plus mou. Et donc il amortit considérablement les choses et la pression du gaz augmente beaucoup moins vite. Donc voilà, donc là c'est beaucoup moins dangereux. Je ne dis pas que ça ne l'est pas du tout, hein, ça va peut-être finir par péter, mais en tout cas ça pètera moins vite ou pour une température en tout cas plus élevée que si au départ on était davantage avec du liquide. Et vous voyez qu'est-ce qui fait la frontière entre les deux? Eh bien c'est ça. C'est le point critique. Donc si on part sur le diagramme là, à droite du point critique, c'est-à-dire avec un milieu de départ qui est moins dense que le point critique, alors ça va vaporiser et ensuite amortir davantage. Alors que si on part avec quelque chose qui est trop rempli, avec un volume massif qui est plus élevé, qui est plus petit, pardon, donc quelque chose de quelque chose qui est plus dense que le point critique, au contraire, ça va se liquéfier et là, il y a vraiment danger. Ça va beaucoup plus vite exploser. Voilà. Donc, il faut que vous reteniez le résultat et que vous sachiez l'expliquer tranquillement, qualitativement sur ce diagramme. Donc, comprendre que si on a un fluide à volume massif constant, donc enfermé dans une bonbonne, en équilibre liquide-gaz, pour raison de sécurité, on s'impose à ce que, bouteille pleine, eh bien, on ait un volume massique qui reste supérieur à celui du point critique. Supérieur ou égal, quoi, voilà. Donc la bouteille, on ne la remplit pas plus. Parce que si on la remplit plus, ça va être très très plein de liquide et il n'y a plus cet amortisseur gaz. Et lorsque la température va monter, ça va se liquéfier et ça va pouvoir vraiment monter très très vite en pression avec une élévation de température, donc problème de sécurité. Donc pour des raisons de sécurité, on impose à ce que le volume massique dans ces bonbonnes reste supérieur à celui du point critique. Voilà, donc il faut retenir le résultat et le comprendre. Quand vous aurez pris l'habitude un peu de la lecture des diagrammes, vous verrez que c'est quelque chose qui finalement devient évident. Voilà. Donc on interdit le remplissage des bouteilles comme ça, là, trop à gauche. Voilà, donc ça c'était le dernier point de ce chapitre. Donc je vais vous l'envoyer complètement rédigé, complètement écrit. Et donc ça termine cette partie-là d'introduction à la thermodynamique.
Voilà, dites-moi si vous avez des questions. Ça va. Bien. Alors, voilà, donc si ça va pour cette partie de cours, on va vite regarder là les deux petits exercices basiques là, que je vous avais indiqués. L'exercice 2 de la feuille de TD, donc, qui est plus complet en lien avec le cours qu'on a vu aujourd'hui, on le fera tranquillement ensemble. Voilà. Donc, je ne sais pas si ces exercices vous ont posé problème ou pas trop. C'est une application assez directe, mais malgré tout, c'est quand même des phénomènes un peu nouveaux des cours. Donc, même s'il n'y a pas grand-chose à écrire pour répondre, il faut quand même l'imaginer. L'imaginer, ce n'est pas des choses très usuelles. Donc là, je passe au TD, donc au premier exercice du TD. Donc on nous dit, on a un dispositif rigide. Voilà, donc un récipient rigide. Donc là, je l'ai représenté rectangulaire, mais ça peut être autre chose. Avec deux volumes, 1 et 2, qui vont, puisque c'est rigide, rester constants. Volume 1, volume 2, c'est ceux qu'on lit là. Ils ne vont pas varier. Alors, c'est isolé thermiquement. Bon, ça on en reparlera, ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert thermique, on ne peut pas ni le chauffer ni le refroidir à travers les parois. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Par contre, on peut mettre en contact les compartiments en ouvrant la cloison de séparation. Donc là, je l'ai représenté, cette cloison qu'on va enlever. Si on devait faire la manip, on aurait peut-être pris 2 ballons, ou la Boccini ou Verlaine, bouchés, avec un petit tuyau entre les deux. Un ballon, un autre ballon, un tuyau entre les deux, un robinet. Voilà, tant que le robinet est fermé, chacun de son côté, on ouvre le robinet, ça va pouvoir se mélanger. Là, ce qui est symbolisé, ce n'est pas nécessairement une géométrie optimale. Bon, ça a le mérite d'être simple pour faire un dessin. Si on enlève cette cloison, ça revient à faire comme ouvrir simplement un robinet entre les deux ou percer la cloison. Voilà, donc on imagine que ça y est, on a enlevé la séparation, donc on a un gaz ici et un autre là. Bon, donc là, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Si on ouvre notre robinet, si la cloison se casse ou si on l'enlève d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'avant, on avait 2 gaz bien séparés, chacun à sa propre température, chacun à sa propre pression, tout ça. Donc ça va se mélanger. Voilà. Est-ce que ça va se mélanger vite ou lentement? Ça va être brutal, tranquille. Ce qu'on cherche, c'est après identifier l'état final. Donc là, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent faire que ça va se mélanger. Ça peut se mélanger parce que déjà, ce n'est pas les mêmes gaz. Il y en a un qui est vert, l'autre qui est orange, voilà. Si ce n'est pas les mêmes constituants chimiques, il va y avoir une diffusion peut-être qui fait que on va bien voir que ça forme une solution, un mélange. Mais il se peut aussi que ça claque violemment l'un dans l'autre s'il y avait une différence de pression. S'il y en a qui font de la plongée, par exemple, l'autre jour on en parlait, voilà, quand on purge un détendeur, ça claque. Ou lorsqu'on ouvre un robinet et qu'on met en contact 2 récipients qui ne sont pas à la même pression, là, ça peut être assez violent. Donc ça peut péter et du coup, ça peut faire un gros tourbillon, un gros courant de gaz qui fait que voilà, ça se mélange, ça devient très turbulent et ça va se mélanger vite.
Si au contraire on a la même pression, ça va se mélanger par diffusion. Donc ça peut être très très lent, très progressif. Donc ça peut être violent, hyper violent, moyennement ou très très long. Mais ça va de toute façon finir par se mélanger et s'uniformiser. Voilà. Donc à l'équilibre thermodynamique, si on attend suffisamment longtemps, on aura un seul et même mélange bien stabilisé. Donc mélange des deux, uniforme, même composition partout, même pression, même température partout. Voilà, ça c'est complètement, ça se restabilise. Donc c'est en équilibre avec la paroi, on enlève la paroi, ça déséquilibre, et ça revient vers un nouvel équilibre au sens thermodynamique du terme. Voilà pour l'évolution. Donc il y a moyen de relier l'état d'équilibre antérieur, où on avait pression, volume, quantité, température pour chacun, de chaque côté, et état d'équilibre final. Donc là, s'il n'y a pas de séparation, on est en déséquilibre. Mais en vert correspondent les caractéristiques de l'équilibre antérieur, lorsqu'ils étaient séparés. Voilà. Et à la fin, on va décrire un nouvel état d'équilibre thermodynamique. Donc on en avait deux équilibres différents dans chacun des deux récipients, et on en a un nouveau à la fin. Entre-temps, c'était hors équilibre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme relation pour identifier l'état d'équilibre final connaissant les caractéristiques de départ? Au départ, chacun était en équilibre quand ils étaient séparés. Donc gaz parfait, PV égale nRT, pour le récipient 1, pour le récipient 2. Et puis, on nous parle aussi de leur énergie. Donc si ce sont des gaz parfaits, vous savez que l'énergie, c'est purement de l'énergie interne, purement de l'énergie cinétique. Donc purement de l'énergie liée à la température. Voilà. Puisqu'on nous dit que oui, là j'ai raccourci l'énoncé, qu'ils ont la même capacité thermique, je ne sais plus, non, je ne l'ai pas réécrit, ils ont la même capacité thermique, là on a C et C. Voilà, par exemple, ce sont deux gaz parfaits diatomiques. Là, si c'est du diazote et du dihydrogène, par exemple, on peut considérer qu'ils vont avoir la même capacité thermique molaire. Voilà, donc ça, c'est la loi d'énergie interne pour un gaz parfait. Tout ça, c'est typique d'un gaz parfait et d'un gaz parfait à l'équilibre. Pour écrire l'égalité, il faut que ça soit à l'équilibre. À la fin, on a donc un mélange des deux. Les grandeurs extensives, c'est immédiat, ça s'ajoute. D'accord? Lorsque on met en commun les deux volumes sans que ça change la paroi externe, le volume total reste le même. Donc le volume total, c'est V1 plus V2. La quantité totale, c'est la somme des deux quantités, puisque c'est vraiment les deux qui sont mélangés. Donc ça, c'est évident. Par contre, température et pression d'équilibre, c'est moins évident. Donc là, on va considérer que les deux gaz parfaits qui sont mélangés donnent un mélange idéal de gaz parfait. Donc mélange idéal de gaz parfait, c'est comme si ça, c'était un gaz parfait. Un gaz parfait en équilibre. Donc, s'il est en équilibre, je peux dire PV égale nRT. Avec ce volume total, cette quantité totale, et puis pression et température que je cherche. Donc là, j'ai deux inconnus, pression et température. Et donc, il y a une autre condition,
c'est qu'on nous dit, voilà, l'énergie de l'ensemble se conserve. Donc, on connaît l'énergie des gaz parfaits avant, puisqu'on connaît les températures avant et les quantités. On peut donc dire que, puisque ça se conserve, à la fin, l'énergie interne totale, c'est la même qu'au début. Et l'énergie, c'est extensif, donc ça s'additionne. Énergie de la partie 1 plus énergie de la partie 2. Les deux s'additionnent. Et si l'ensemble forme un mélange de n mol de gaz parfait, ça va être de la forme n fois Ct, en considérant que c'est un gaz parfait. Donc on a n mol au total, une énergie purement cinétique dépendant que de la température. Et là, en imaginant que ce mélange de gaz garde la même capacité thermique que chacun des deux. Donc si je mélange du diazote et du dihydrogène, j'ai un ensemble de mélanges diatomiques, donc avec la même capacité thermique que chacun, par exemple. Voilà, donc là j'ai deux relations avec deux inconnus, température et pression. Ou sinon j'en ai trois, j'écris trois égalités en rajoutant la troisième inconnue qui est l'énergie interne. Voilà, alors attendez, je vais les réécrire autrement. Voilà. Ah oui, vous avez le cours à 15h, d'accord, je m'arrête. Donc là, après le calcul, il faut juste le terminer en mixant tout ça. Hein, là, c'est la totalité du raisonnement. Voilà. C'est la totalité du raisonnement et à mixer après, donc avec le fait que n, c'est la somme des deux, et que la température à la fin est unique, et que le volume, c'est la somme des deux. Voilà, bon, on va écrire le calcul complet. Voilà, voilà. Donc vous me direz, hein, s'il y a des étapes de raisonnement qui vous échappent, vous envoyez ça bien, bien précis. Voilà, donc n'allez pas en retard à votre, en allemand. Allez-y vite. Merci. Voilà, donc je vous envoie ce corrigé là, le cours complet. Mardi prochain, donc en TD, on prendra le temps de voir un peu toutes vos questions, de faire en détail surtout l'exercice 2 du TD, hein, qui est pas anecdotique, enfin voilà, qui est bien important pour prendre en main ce qu'on vient de voir. Voilà, et puis d'ici là, on va commencer tranquillement sur le magnétisme et l'induction. À venir. Voilà, voilà. Bien, donc je vous laisse poursuivre avec vos calls, et c'est vrai que là, ces 3 jours, c'est sûrement un petit peu dense, bien rempli. Voilà, donc si certains ont des questions, vous pouvez rester et me les poser. Sinon, vous êtes libre de poursuivre. Voilà. D'aller vers ce que vous avez d'autre à faire. Donc, à mercredi, mercredi 15h, donc la prochaine séance.